Madame, vous êtes née dans le duché de Bretagne, si tant est que Nantes soit en Bretagne, le lendemain de l'anniversaire de l'attentat de Sarajevo, de l'anniversaire. La politique n'étant un métier que pour les rois, vous êtes avant tout juriste de profession et à ce titre membre de l'Institut Thomas More. Dieu César vous intéresse donc et vous incarnez cet intérêt de manière concrète dans la cité en devenant conseillère municipale de Riom en 1995. Puisqu'on parle de Riom, je ne ferai pas de mauvais procès. Puis, vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne en 1998 et député européen en 1999 sur la liste Villiers-Pasqua au sein du Parti populaire jusqu'en 2004. En 2013, vous revenez en politique en étant l'un des porte-parole de la Manif pour tous. Et en 2016, vous vous engagez aux côtés d'un candidat qui a pris une veste ou un costume. Vous savez que dans cette paroisse, nous ne faisons pas de politique, même si politique d'abord, disait le maître Martigues, nous dirions plus comme Bernanos, Mauriac ou Salazar, spirituel d'abord. Tout commence en mystique et finit en politique. L'intérêt, la question, l'essentiel est que dans chaque ordre, dans chaque système, la mystique ne soit point dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. C'est pas de moi, c'est de Peggy, dans notre jeunesse. Et justement, votre engagement dans la cité semble être bien enraciné dans le spirituel. Laurent vous qualifie de figure de catholique traditionnaliste proche de l'Opus Dei et adversaire déclaré du lobby gender. Alors quand je parle de Laurent, ce n'est pas Monsieur de Saint-Roch, ni l'évêque de Paris, c'est Samuel Laurent du Monde. Il n'a pas forcément complètement tort, puisqu'outre la Manif pour tous, vous présidez l'Alliance pour un nouveau féminisme européen qui a pour but, je cite, de lutter contre les théories du genre en Europe. Et vous semblez obsédé par la question du genre, puisqu'en 2011, vous publiez Le genre démasqué, en 2012, Le genre en question, et en 2013, De la théorie du genre au mariage de même sexe. Tout ça pour arriver en 2021 à Charles-Hésita. Alors, à première vue, aucun lien dans votre parcours, et on pouvait s'attendre avec cette énième biographie, après Jean Descartes, Sevilla, Fedjo, Zweig, à un air de valse, de crinoline, la marche de Radetzky, au pas des Lipisans ou des funérailles de la crypte des Capucins, où monsieur le curé était avec sa grand-mère, je précise, et nostalgie d'un empire défunt qui nous donna des guerres, une reine de France, un congrès et un équilibre européen. Et en fait, pas du tout. Votre livre est une approche assez étonnante, inattendue et très profonde de la vie spirituelle qui irrigue, irradie, transfigure ce couple d'amoureux, ce couple de souverains malheureux, ce couple de modèles sanctifiants. L'Europe est au cœur de la préoccupation des Habsbourg, Lorraine, une Europe chrétienne, une Europe des nations, et on comprend donc votre intérêt à la fois pour la famille catholique et pour une politique européenne où tout engagement dans la cité, à condition qu'ils aient des racines dans l'oraison. Charles-Hésita, à ce titre, nous laisse un témoignage, peut-être même un martyr blanc, qui n'est pas qu'une charmante carte postale jaunie, mais dans la communion des saints, je pense, un message particulièrement actuel. C'est tout l'objet de votre livre, qui est passionnant, qui lève le voile qui lève un coin du voile peut-être, sur la vie de l'âme de ce couple à la fois ordinaire et extraordinaire. Ordinaire et extraordinaire, c'est un peu la vocation de Saint-Roch. Puisse ce livre démonter les réticences de certains, parce que je connais des gens qui refusent encore de prier Charles en disant non, c'est un ennemi de la France, il est autrichien, je ne prierai pas Charles. Il y a des gens qui s'appellent Charles dans cette paroisse. Et alors, donc, nous avons sélectionné 3 paroissiens favorables à Charles de Azour qui ont été passionnés par votre livre. D'abord, Baptiste, qui s'intéressera avec vous en premier lieu à Charles Ier, empereur et roi, chef et serviteur. La question, c'est peut-on être à la fois un souverain chrétien, un grand souverain et un grand chrétien en même temps? Alexis, ensuite, vous posera des questions sur le rôle du bienheureux comme artisan de la paix. Est-ce que la paix tenue en échec par la France de Clémenceau était souhaitable? Est-ce que cette paix était vraiment évangélique? Et enfin, Diane vous demandera comment le couple Zita et Charles peut-il être un modèle de sainteté pour une mère de famille française en 2023? Bourbon-Parme, Habsbourg-Lorraine ont certainement dans leur mariage sanctifié quelque chose, mais est-ce que ça a quelque chose à voir pour nous, communs des mortels, qui ne sommes pas dans le Gotha ou pour ceux qui ne sont pas dans le bottin mondain? Cette conférence, on l'a dit, ouvre les festivités habsbourgeoises de Saint-Roch. Saint-Charles Borromée va donc faire un peu de place au couple des derniers empereurs et rois.
pour cet empire sur lequel le soleil ne se couchait pas. Je suis lorrain, je suis humain, pour parodier certains, sachant que monsieur le curé, qui n'est pas là aujourd'hui, est bien lorrain. Pour ne pas conclure cette petite intro, pour une fois j'ai essayé de faire très court, l'archiduc belge Karl Christian de Habsbourg-Lorraine, petit-fils du dernier empereur, posait bien le problème. Comment l'Église a-t-elle pu béatifier quelqu'un qui a échoué en tout? D'un point de vue humain, il a essayé de faire la paix, ça a échoué. Il a essayé de sauver son empire, il s'est écroulé. Il a essayé de protéger sa famille, ça a été l'exil et la mort dans la pauvreté. Donc ce n'est pas un tableau très brillant. Mais l'Église ne regarde pas le nombre des victoires et des succès terrestres, elle regarde le comment et le pourquoi. Il est à noter que c'est le seul chef d'État laïque à avoir été béatifié au XXe siècle. Une des raisons, c'est peut-être que cette foi était une foi incarnée. Après avoir prié, il n'attendait pas que les choses se passent, il allait travailler. C'était d'abord un soldat, continue le petit-fils de l'empereur. Il n'y a pas eu autant de chefs d'État à l'époque qui a passé autant de temps sur le front. Même ma grand-mère, dit l'archiduc, l'a rejoint sur un champ de bataille. Elle a été horrifiée de ce qu'elle a vu. Quand il parlait de la guerre, il savait de quoi il parlait. Doué d'une grande compassion, mon grand-père essayait de voir le bien dans l'autre. Quand son entourage disait « il faut sévir, c'est scandaleux », lui arrivait à dire « peut-être qu'il en sortira quelque chose de bon ». C'était une forme de charité. Mes grands-parents, continue l'archiduc, étaient profondément libres. Ils étaient en telle symbiose avec cette vérité de Dieu qu'ils étaient libres. Sinon, ils n'auraient pas eu la force d'endurer toutes ces attaques. En politique, être libre, c'est un luxe, c'est assez rare. Il avait une vision, la guerre ne lui a pas permis de s'accomplir, mais c'est quelqu'un qui voyait à long terme. Aujourd'hui, et je ne sais pas si l'archiduc parlait de la France, mais nous souffrons beaucoup de court-termisme de beaucoup de dirigeants, malheureusement. Ils étaient, pour ses grands-parents, tous les deux très courageux. C'était des gens qui étaient prêts à défendre littéralement, à tout perdre, littéralement, y compris leur vie, pour s'engager en ce qu'ils croient. Avant de mourir, le bienheureux empereur dit à son épouse « Même si nous avons échoué en tout, il nous faut remercier Dieu, parce que ses voix ne sont pas nos voix. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. » C'est ce qui est écrit en hongrois dans une chapelle dédiée à l'empereur Charles. Substantiellement, la monarchie est ce régime qui légitime toute autorité par une transcendance, par la primauté du spirituel. Et donc, quel est ce secret du roi? Quel est le secret du dernier empereur? Peut-être que pour nous, petit indice, quand Jean-Paul II a reçu la famille de Habsbourg, il s'est incliné, il a embrassé la main de l'impératrice Zita, en disant c'est ma souveraine, et si je m'appelle Charles, c'est parce que mon père, qui était officier de l'armée autrichienne, au temps où cette partie de la Pologne était autrichienne, eh bien le grand Jean-Paul II, le souverain pontife, reconnaissait en fait sa souveraine. Peut-être que c'est là une clé, ce clin d'œil, ce clin de Dieu à l'histoire, politesse des hommages. La dernière béatification de Jean-Paul II, c'est Charles. Et donc Carole, c'est bien Charles. Donc peut-être que c'est un indice. Quel est le secret de cet empereur-roi? Sans divulgacher la suite, je crois qu'il faut chercher du côté du roi des rois. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Et donc moi je vais commencer par le Charles, chef et serviteur de l'État, pardon. À sa naissance, il est 5e dans l'ordre de succession et n'a que très peu de chances de pouvoir accéder au trône. Par son rang et sa place dans la famille impériale, il se voue dans un premier temps à une carrière militaire. Il monte finalement sur le trône à l'âge de 29 ans. Ayant grandi sans père, pensez-vous que cette absence ait eu des conséquences dans sa manière de diriger? Et que pouvez-vous nous dire de son commandement en tant qu'officier? Et est-ce qu'on peut également dire qu'il était correctement préparé à accéder au trône de l'Empire? Alors, c'est vrai que Charles n'était pas du tout destiné à être empereur, puisque l'empereur François-Joseph avait un fils, l'archiduc Rodolphe, qui a été assassiné, qui s'est suicidé. Bon, je laisse ça à d'autres historiens. Et donc le suivant, si on peut dire, c'était le frère de l'empereur François-Joseph, qui s'appelle Karl Ludwig. Il est mort en 1906. Et donc c'était son fils, ses deux fils, l'archiduc François Ferdinand, et qui était donc
héritier en premier, et l'archiduc Othon, qui était l'héritier en second, mais qui est aussi décédé avant François Ferdinand. François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo, le 28 juin, comme vous le disiez, le 28 juin 1914, et donc l'héritier en second, c'était l'empereur, c'était Charles. Donc Charles était le petit-neveu de l'empereur François-Joseph. Alors il a très vite compris, au moment de la mort de son père, il a très vite compris qu'il allait succéder à François Ferdinand. Pourquoi a-t-il succédé à François Ferdinand? Parce que cet archiduc a fait un mariage morganatique, il a épousé une comtesse, la comtesse Sophie Chotek, et l'empereur François-Joseph a très longtemps refusé ce mariage, a fini par s'incliner à condition que les enfants ne soient pas héritiers du trône. Donc, à partir de là, Charles a très vite compris qu'il était l'héritier en second. Mais il aurait dû régner dans les années 1940-1950. L'archiduc François Ferdinand avait une assez bonne santé après avoir eu la tuberculose. Il était en assez bonne santé, il était encore assez jeune. Donc, l'archiduc Charles avait le temps de se préparer. Alors, vous avez dit, en effet, il a fait toute une carrière militaire comme tous les archiducs. Et il a passé quand même 2 années à l'université de Prague pour suivre des cours de sciences politiques, de droit, de philosophie. Mais qu'est-ce que 2 années d'études pour préparer un jeune archiduc à monter sur le trône d'Autriche-Hongrie avec tous ces États qui étaient réunis sous le sceptre d'Habsbourg. Donc non, en effet, il n'a pas été suffisamment préparé pour l'exercice du pouvoir. Cependant, et en plus, il est monté sur le trône en 1916 à la mort de François-Joseph, de l'empereur François-Joseph, et l'empire d'Autriche-Hongrie, et je devrais dire toute l'Europe, était en guerre déjà depuis 2 ans. Donc imaginez un jeune empereur de 29 ans qui monte sur le trône mal préparé, qui a passé les 2 dernières années sur le front, comme chef d'état-major de l'empereur François-Joseph, et l'empereur François-Joseph décède et c'est lui qui devient empereur. Pouvez-vous nous parler d'ailleurs un peu de sa manière de faire, sa manière d'être sur le front en tant qu'officier? Alors déjà, quand il était jeune officier, il a essayé, même avant que la guerre n'éclate, il a essayé très vite à améliorer les conditions des soldats dans les casernes, les questions d'aménagement des casernes, la question de la nourriture, de l'alimentation pour les soldats, la question des périodes de repos. Donc très vite, il y a eu une amélioration des conditions des casernes, en tout cas des régiments qu'il dirigeait. Ensuite, quand il a été empereur, il a pu faire des choses encore plus pour tout l'empire. Mais il faudrait se poser la question pourquoi en fait Charles n'est pas devenu du jour au lendemain un officier attentif à ses soldats. Si en tant qu'officier il avait cette attention pour la carrière des soldats, on dirait aujourd'hui le bien-être, mais c'était pas du tout l'expression que Charles utilisait. C'était beaucoup plus profond que ça. C'est parce qu'il a été dans son enfance. Vous avez dit qu'il a perdu son père très jeune, en effet. Dans son enfance, il a été très bien préparé par 2 femmes, sa mère, la princesse de Saxe, Maria Josepha de Saxe, et sa grand-mère adoptive qui avait épousé son grand-père Karl Ludwig, la princesse Maria Theresia de Brabants, qui était la sœur de la mère de Zita, et qui a épousé en 3e noces Karl Ludwig, et elle avait 18 ans quand elle s'est mariée. Et elle est devenue grand-mère adoptive de Charles, et elle avait pour Charles une grande affection, et ces 2 femmes et son grand-père, Charles-Louis, ont été donc peut-être pas le père, mais en tout cas qui était aussi un coureur, mais en tout cas le grand-père, sa grand-mère adoptive et sa mère sont 3 personnes qui ont éduqué Charles dans une foi chrétienne, et avec ce lien, c'est vraiment la foi chrétienne, ce lien permanent entre les actes de charité et la piété.
Donc, il a vraiment été éduqué dans cette foi chrétienne. Et donc, il n'est pas devenu à 18 ans, quand il était officier, ou à 20 ans, il n'est pas devenu un officier attentif à la vie de ses soldats. Tout petit, tout jeune, déjà, il était attentif aux autres. Et ça, c'est très important, et je le dirai tout à l'heure sur les questions de la paix. C'est son éducation qui l'a formé à être attentif aux autres dans des actes de charité, et ces actes de charité étaient profondément enracinés dans une vie de prière. Alors, je voudrais dire aussi quelques mots, parce que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut être chrétien et chef d'État? Est-ce qu'on peut être chrétien et faire de la politique? Ou est-ce qu'on peut faire de la politique en restant chrétien? Parce que je me souviens d'un homme politique que je ne nommerai pas, mais peut-être vous pourriez vous en souvenir, qui disait, bien sûr, je suis catholique, mais le dimanche, à la messe. Et quand je vote une loi, étant donné que la France est un pays laïque, non, je ne peux pas faire valoir ma foi chrétienne, catholique. Bon, ça, c'est complètement absurde comme raisonnement. En tout cas, la France est la France, et l'Empire d'Autriche-Hongrie est particulier. Mais l'empereur Charles ne s'est jamais posé cette question de séparer sa foi chrétienne et ses actes de gouvernement. Et d'ailleurs, quand Jean-Paul II l'a canonisé le 3 octobre 2004, il a dit ceci, il a salué la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église dans tous les actes de gouvernement de l'empereur Charles. Sur la perception sur le ressenti qu'a provoqué son règne parmi les peuples, les élites de l'Empire, ses voisins européens, on décrit souvent Charles comme quelqu'un de doux et d'humble. Certains disaient même faible. N'avait-il pas finalement une approche un peu naïve de l'exercice du pouvoir? Et je me permets également, vous citer son secrétaire, qui dit que Charles est un empereur qui ne comprenait rien à la vie. Hésita disait elle-même qu'il se montrait peut-être trop tolérant envers les autres et qu'il avait du mal à voir leurs mauvais côtés. Oui. Ne sous-estimait-il pas, le mal finalement? Alors, il ne sous-estimait pas. Alors oui, on a souvent dit que Charles était naïf. Alors, je crois qu'il n'était pas naïf, mais son extrême bonté lui faisait croire, et pouvait peut-être le faire dévier de la prudence en tant que vertu cardinale, en ce sens qu'il croyait qu'un homme pouvait toujours s'améliorer, se corriger. Et la plus grande traîtrise, c'est son ministre des Affaires étrangères, le comte Tchernin, qui a dévoilé la lettre à Clémenceau, et ensuite, vous voyez, bon, c'est toute la période c'est la dernière année de son règne qui a été gravissime. Donc, il pensait il n'ignorait pas le mal, il voyait bien le mal, mais il pensait que tout homme pouvait s'améliorer, et donc il ne condamnait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice Zita, elle avait un fort tempérament, un fort caractère, et elle était en permanence à ses côtés, justement pour que Charles ne défaille pas. Et pourquoi était-elle à ses côtés? Je voudrais rappeler les quelques mots du couronnement, si je peux dire, parce que c'est vraiment le couronnement de Budapest qui scelle entre eux ce lien indissociable et qui prolonge les liens du mariage. Les paroles, alors je vais reprendre mes petites notes parce que les paroles sont absolument extraordinaires. En fait, il n'y a pas de couronnement en Autriche. Vous savez que le Saint-Empire romain germanique a disparu à cause des guerres napoléoniennes, et l'Autriche a reconstitué l'empire, mais sans la Prusse, sans les principautés allemandes ou germaniques, et en se tournant plutôt vers le sud, les Slaves. Bon. Donc il n'y a pas de couronnement en Autriche. En revanche, il y avait, à l'époque de Charles, un couronnement en Hongrie, un couronnement en Bohême, en Croatie, donc dans tous les royaumes qui constituaient l'Empire d'Autriche-Hongrie. À peine Charles est-il monté sur le trône que le chancelier hongrois, Tisza, a voulu précipiter le couronnement. Alors, la raison réelle, c'est que, étant donné que l'Empire d'Autriche-Hongrie, à cette époque-là, reposait sur le bipartisme, c'est-à-dire sur la répartition du pouvoir entre l'Autriche et la Hongrie, au détriment des Slaves, de Bohême, de Moravie, de Croatie, de Slovénie aujourd'hui,
il y avait des tentatives, et c'était d'ailleurs dans l'intention de Charles, de réorganiser son empire. Donc le comte Titsa a très vite, quelques jours après la mort de l'empereur François-Joseph, est allé rencontrer l'empereur Charles pour lui demander d'être couronné à Budapest. Et en même temps, Charles avait besoin, en tout cas l'Autriche avait besoin de la Hongrie, qui était le grenier à blé de l'Empire, et qui était moins touchée par les effets négatifs de la guerre, surtout sur le plan de l'alimentation, que l'Autriche. Donc, il a accepté d'être couronné. Alors, le couronnement, c'est quasiment un acte liturgique. Et on a perdu, justement, ce sens du couronnement. Pourquoi c'était quasiment liturgique? Parce que c'est un acte d'église, et donc c'est le signe que le souverain reçoit son pouvoir de Dieu. Le pouvoir ne lui appartient pas en bien propre. Il est dépositaire d'un pouvoir qui lui vient de Dieu et qu'il transmet au suivant. A-t-il pris conscience finalement d'une forme de destinée manifeste à ce moment-là, quand il a dû se faire couronner, Complètement. alors qu'il n'était pas forcément avant justement destiné à être... Complètement, il avait ce sens du devoir, bien avant d'être empereur, ce sens du devoir, ce sens qu'il fallait s'en remettre en permanence sous le regard de la divine providence. Donc il avait ce sens de la sacralité, d'une certaine façon, du pouvoir. Alors le prince primat, alors déjà le couronnement commence par le Veni Creator, et puis vient le rite de l'onction du roi qui reçoit l'huile sacrée, donc c'est le Saint-Crème. C'est au cou, au bras, à la main droite. Le prince primat, le cardinal Czernock, entouré de tous les évêques de Hongrie, lui remettent l'épée, le sceptre, le manteau brodé par la première reine, la bienheureuse Gisèle, épouse du premier roi de Hongrie, le Saint Étienne. C'est assez extraordinaire. Vous imaginez l'état du manteau royal. Et donc, le manteau est réparé par celle qui va devenir reine. Donc, Zita a réparé le manteau de la reine Gisèle. Le prince primat commence ses paroles. Tu reçois aujourd'hui la dignité royale. Tu prends la tâche que signifie d'être roi au service des peuples qui te seront confiés. C'est une place admirable pour un mortel, mais aussi pleine de dangers, de travail et de soucis. Mais si tu considères que tout pouvoir vient de Dieu, notre Seigneur, par lesquels les rois gouvernent et les législateurs décident, ce qui est juste, tu seras aussi appelé à rendre compte à Dieu sur les hommes qui t'ont été confiés. Charles répond, moi, Charles, selon la volonté de Dieu, futur roi de Hongrie, promets devant Dieu et devant ses anges de défendre dorénavant la loi, la justice et la paix pour le bien-être de l'Église de Dieu et du peuple qui m'a été confié. Ensuite, donc, le primat de Hongrie lui remet le manteau sur les épaules, le manteau de la reine Gisèle, et il dit ceci. Reçois le sceptre de la force et de la vérité. Et de la vérité. Et sache qu'il est le symbole de la bonté dont tu dois témoigner envers les bons et de la rigueur que tu dois exercer envers les méchants. Guide ceux qui sont dans l'erreur, libère ceux qui sont tombés, confond les orgueilleux, élève les humbles. Vous aurez reconnu les paroles du Magnificat. Donc c'est absolument extraordinaire. Et ce qui fait dire à Charles, être roi, ce n'est pas satisfaire une ambition, mais c'est se sacrifier pour le bien du peuple tout entier. Et on verra tout au long de sa vie d'empereur ces sacrifices en permanence, évidemment vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de son armée impériale, vis-à-vis de tous ses peuples, et jusqu'au don ultime de sa vie sur son lit de mort. Vis-à-vis de Dieu, du coup, pouvez-vous nous parler rapidement de sa mort et de la manière dont il offre sa vie, une forme de sacrifice ultime en présence de son fils aîné, dont il a voulu qu'il soit présent et qu'il assiste à son agonie. Pouvez-vous nous parler un peu de... Alors, je voudrais quand même, juste avant, revenir sur le couronnement, parce que Charles a reçu la couronne de Saint-Étienne, que vous pouvez voir encore aujourd'hui au Parlement de Budapest. Car qui possède la couronne
de Saint-Étienne, elle est un petit peu cabossée, hein, possède la légitimité du pouvoir. C'est extraordinaire. Donc Charles reçoit la couronne sur la tête et Zita, la reine Zita, a reçu la couronne sur l'épaule. Et ce qui signifie que la reine Zita doit aider son mari, doit accompagner son mari dans la lourde tâche du roi. Elle n'a pas le même pouvoir que son mari. Et ça, c'est très important. Si bien que le couronnement de Budapest a fait de Charles et Zita des serviteurs, mais chacun exerce sa mission de la manière dont elle lui a été confiée. Et ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que la reine Zita sera toujours aux côtés de Charles comme une aide, elle dit comme une compagne de route. Alors, je voulais repasser par ce petit épisode parce que, au moment de la mort de Charles, Zita est restée pendant 15 jours, nuit et jour, à ses côtés. Quand Charles est arrivé à Madère, donc après une deuxième restauration en Hongrie, justement parce que le pouvoir ne lui appartenait pas et qu'il avait reçu cette mission d'aider ses peuples, donc la deuxième restauration a été un échec. Ils ont été exilés à Madère, et à Madère, il a assez vite compris, dans les premiers jours de son arrivée, que Dieu lui demandait d'offrir sa vie pour la réconciliation de ses peuples. Et il l'a dit à Zita. Et Zita, qui avait un sens beaucoup plus pratique que Charles, lui a dit, mais ça ne se peut pas, puisque tu as reçu, enfin, elle ne l'a pas dit, mais elle pensait tout ça, que son mari avait reçu le pouvoir de Dieu par les mains de l'Église. Donc c'était pas possible que Dieu reprenne ce qu'il avait donné. Donc dans son esprit très pratique, c'était pas, vous voyez, elle a vraiment eu du mal. Et puis elle avait déjà 7 enfants quand ils sont arrivés à Madère, et elle était enceinte d'un 8e. Donc, dans une vie pratique, une mère ne peut pas accepter, que son mari lui dit, je sens que Dieu me demande d'offrir ma vie. Donc, elle a accompagné son mari jusqu'au dernier moment. Alors, je vous laisse, il y a des phrases absolument extraordinaires. D'abord, il ne se plaint pas. Alors qu'il souffre. Même le médecin, il y avait 3 médecins en permanence autour de lui, même les médecins ne comprennent pas comment il a pu supporter toutes ces souffrances. Il avait une pneumonie sans se plaindre. Sans se plaindre. Il ne parle que de ses peuples, finalement. Pendant toute son agonie, il ne pense qu'à ses peuples. Alors, il ne pense qu'à ses peuples et aux personnes qui sont à côté de lui et qui lui rendent service et qui lui refont son lit et qui lui apportent à boire, ou alors l'aumônier qui lui apporte la Sainte Communion. Il ne pense qu'à eux. Je vous dérange, comtesse Kersenbrock, vous êtes tellement gentille. Donc, il a des paroles, très peu, mais quelques paroles. Et je l'ai écrit dans mon livre parce que nous avons eu la chance d'avoir le journal tenu par l'infirmière, la comtesse Mensdorf, qui était là et qui a tout noté. Et on a pu garder tout ce journal au jour le jour. Et alors le dernier jour, Zita s'effondre et dit alors il sait qu'il va mourir. Donc il offre sa vie, il dit, Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés, j'offre ma vie pour la réconciliation de mes peuples. Donc c'est la réponse à l'appel qu'il avait reçu de son Seigneur. Il nomme tous ses enfants et l'impératrice s'effondre découragée. Comment vais-je faire toute seule avec ses enfants? C'est toi qui dirigeais tout, disait-elle. En fait, c'était pas tout à fait ça, parce qu'ils ont vraiment porté leur famille et leur peuple à deux. Et là, Charles dit, je t'aime infiniment, dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça a été pour Zita une parole de consolation et un viatique. Et elle s'est alimentée de cette parole tous les jours, jusqu'à sa mort. Mais elle attendra 67 ans avant de rejoindre son époux tant aimé. Finalement, ne pensez-vous pas que la chute de l'Empire était inévitable, malgré les qualités de l'empereur, coincé entre la conservation justement de ce qu'il avait lui reçu, mais en même temps cette volonté de réformer. Finalement, sa mort n'est-elle pas l'aboutissement et la victoire
la victoire sur la guerre qui a disloqué son empire, qui a divisé finalement cette structure, ces peuples. Quand Charles est monté sur le trône, il avait deux objectifs, mais qu'il avait déjà d'ailleurs travaillé avec l'archiduc François Ferdinand. Deux objectifs. Gagner la guerre, donc par tous les moyens, nous en parlerons tout à l'heure, par tous les moyens, essayer de gagner la paix, par la négociation. Et l'autre objectif, c'était de réformer son empire, qui est un empire à bout de souffle, parce que l'empereur François-Joseph avait régné pendant plus de 60 ans, 68 ans, et qui n'avait quasiment jamais changé de ministre. Donc l'empire était à bout de souffle. Il y avait les Slaves qui demandaient aussi l'organisation que l'organisation du pouvoir se fasse aussi en prenant en compte les Slaves du nord ou du sud. Et alors que l'empire, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appuyait sur un bipartisme. Donc il y avait ces deux objectifs. Or, pour réussir à réformer l'empire, il fallait gagner la guerre. Enfin, il fallait être dans un état de paix. Et pour gagner la paix, il fallait que l'empire soit réformé. Donc c'était une équation quasi impossible. Et en plus, Charles a eu beaucoup de mal, et ça c'est son secrétaire qui le dit, son directeur de cabinet, le comte Polzer-Odzitz, qui disait, mais il n'avait autour de lui aucun ministre courageux, audacieux, pour prendre des décisions de réforme de l'Empire. Or, jusqu'au dernier jour, l'Empire ne s'est pas disloqué. Et l'armée impériale ne s'est pas disloquée jusqu'au milieu du mois d'octobre. Les Hongrois, qui avaient à plusieurs reprises fait des tentatives d'éloignement du pouvoir autrichien, est restée, l'armée hongroise est restée dans l'armée impériale. Alors il y a eu un autre événement, c'est deux personnes, Masaryk en particulier, deux socialistes tchèques qui ont été d'ailleurs hébergés en France, mais ça ne vous étonnera pas, et qui ont été bien accueillis et qui ont préparé la sécession de la Tchéquie, donc ce qu'on appelle la Bohème et la Moravie, de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Mais cette sécession ne s'est pas faite avant le milieu du mois d'octobre. Donc, vous voyez, c'était finalement pas inéluctable. Mais la guerre, l'armistice, la guerre a précipité cette dislocation de l'Empire. Et en tant que chef, n'a-t-il pas failli justement, en n'ayant pas réussi à s'entourer d'officiers compétents, de ministres compétents, et finalement de faire perdurer l'Empire même après la guerre? Non, après la guerre, de toute façon, la dislocation de l'Empire, c'est lié au plan de paix de Roosevelt, c'est lié au plan de paix de la France, qui de toute façon, ça c'était le président du Conseil, c'était Clémenceau, qui n'avait qu'un objectif, c'était disloquer l'Empire pour la simple raison que l'Empire était un empire catholique. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir que Pie X avait reçu la princesse Zita lorsqu'elle était fiancée et lui avait dit « Vous allez épouser l'héritier du trône. » Très Saint-Père, dit-elle. Non, l'héritier du trône, c'est l'archiduc François Ferdinand. Et le Saint-Père lui redit à 3 reprises, vous savez, c'est un petit peu comme les paroles de Saint-Pierre, « Mais oui, Seigneur, je crois », et puis qu'il leur renie 3 fois. Donc, à 3 reprises, le Saint-Père lui dit, vous allez épouser l'héritier du trône. Bon. Et après, la princesse Zita ne dit plus rien. Et en sortant, elle dit à sa mère, heureusement que le pape n'est pas infaillible dans le domaine temporel. Et il avait ajouté, c'est une grande grâce pour l'Empire qui a toujours été fidèle à la foi catholique. Donc on comprend qu'un certain nombre de personnes, comme Clémenceau, n'ait pas voulu faire perdre, alors que ça n'était pas inéluctable. D'accord. Merci beaucoup. Je vais laisser Alexis vous parler de l'homme de paix qui était Charles Ier de Habsbourg. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes vus tout à l'heure. Là, pendant 40-20 minutes, je vais, comme l'a dit Arnaud et Baptiste, parler de Charles en tant que serviteur et prince
de la paix. Là, nous allons parler entre Auvergnats au moins d'adoption, puisque j'ai habité dans la patrie de Giscard pendant 4 ans à Chamalières. Voilà. Alors, donc, comme Baptiste l'a dit tout à l'heure, voilà, Saint Pilice disait, vous allez à Zita, vous allez épouser le futur archiduc d'Autriche. Et Charles, le jour de son couronnement, disait rien n'est durable. Il avait peut-être le pressentiment qu'il n'allait pas régner très longtemps. Donc, est-ce que dès le début, Charles n'avait pas ce pressentiment que ça allait être comme un véritable chemin de croix, Alors, il le dit, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, il le dit, être roi, ce n'est pas satisfaire une ambition, mais c'est se sacrifier pour ses peuples. Et quand il dit se sacrifier, vous savez, parfois on utilise cette formule en disant « je me sacrifie, enfin je passe la prière, je me sacrifie ». Non, lui il le disait au sens divin, mystique. Et tout à l'heure, on parlera du mariage et des liens du mariage entre Charles et Zita. Finalement, Charles a été l'agneau immolé, comme son Seigneur. Agneau imparfait, évidemment, mais agneau consentant. Donc, dès qu'il est monté sur le trône, il avait non pas ce pressentiment que l'Empire n'allait pas durer, mais en tout cas, il avait la certitude qu'il était monté sur le trône pour répondre à une mission que Dieu lui avait confiée et pour servir ses peuples. Et servir ses peuples, ça voulait dire gagner la paix par la négociation et non pas par les armes. Et donc là, il a essayé donc du coup d'avoir, comme vous le dites dans votre livre, d'avoir la paix par tous les moyens, dont essayer de satisfaire une sorte de fédéralisme pour pouvoir donner plus de pouvoir aux Slaves. Mais un de ses ministres, je me souviens plus très bien du nom, je ne suis pas germanophone, disait, et son épouse Zita le disait aussi, que c'était peut-être une sorte de naïveté. Est-ce que la main tendue aux Slaves ne serait-elle pas bien sentie? Est-ce que c'est pas une petite avancée pour finalement reculer pour mieux sauter? Alors, il n'a pas eu le temps de le faire. Il n'a pas eu le temps de le faire. Et puis, dans son esprit, il était le père des peuples. Alors, cette expression peut étonner aujourd'hui. Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais elle peut étonner parce qu'on ne dirait pas d'un président de la République qu'il est père des peuples, même si le père Combes a été appelé le petit père des peuples. Enfin bon, ce serait complètement absurde. Et puis, les présidents de République ne tiennent pas à leur pouvoir de Dieu, même si, on le dira le jeudi saint, toute autorité vient de Dieu. Mais bon, en tout cas, les présidents de la République ne reçoivent pas, en tout cas, n'ont même pas conscience de ce qu'est l'autorité au service de leur peuple. Donc, Charles avait cette et donc pour lui être père des peuples, c'était prendre soin de chacun. Et il voyait bien que dans l'organisation de l'Empire, les Hongrois avaient très bien joué parce que ils avaient réussi à obtenir, mais c'est aussi à la suite d'une guerre. Vous savez, il y a la révolution de 1848 et les Hongrois rejettent les Habsbourg. Les Habsbourg reviennent, trouvent un compromis. Ça, c'est toute l'œuvre de l'empereur François-Joseph. Donc, ça vient aussi de l'histoire. Il faut aussi relire l'histoire. Et chaque empereur hérite d'une situation qu'il n'a pas forcément voulu. Mais voilà, il faut composer avec la situation dont il hérite. Donc, Charles a hérité de cette situation, mais il avait le souci que tous les peuples soient correctement traités. Et donc, c'est ça. Sauf que ensuite, dès le début de la guerre, je vous parlais tout à l'heure de ces deux Tchèques socialistes, Masaryk et je sais plus l'autre, et qui ont tout fait, non pas pour s'associer au pouvoir dans l'Empire, mais se détacher de l'Empire, ce qui n'était pas l'intention de l'empereur Charles. Alors lui, il ne voulait pas un fédéralisme, il voulait une fédération d'États-nations, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai été effectivement un peu rapide. Oui. Et justement parce qu'il avait conscience qu'il y avait une identité des peuples à respecter, et en même temps,
il y avait aussi des compétences qui pouvaient être mises en commun, et en particulier pendant la guerre. Alors justement, en lisant les passages où il est allé au front, vous mentionniez au début qu'il était allé au front plus que n'importe quel autre souverain, peut-être même plus que Clémenceau, mais bon, la propagande avait probablement été très bien faite en France, même. Enfin bref. Et en lisant donc ce passage, ça m'a rappelé deux écrivains français, alors qui sont complètement opposés dans leur philosophie. Ça m'a rappelé le Bardamu de Céline et le narrateur dans Le Feu de Barbus. Bardamu qui comprend rien à la guerre, qui trouve ça complètement absurde. Et dans Le Feu de Barbus, on a aussi ce sentiment d'incrédulité. Est-ce que Charles n'a pas voulu avoir la paix à tout prix en voyant les horreurs qu'il a vues? Est-ce qu'il s'est peut-être pas fait dépasser par son émotion en voulant conclure une paix très rapide, ou peut-être en sacrifiant entre guillemets son empire plutôt que de sacrifier ses citoyens? Alors, je ne crois pas qu'il faille regarder ces tentatives de paix de cette manière, mais la première tentative de paix, il l'a conduite à la demande de l'empereur François-Joseph, avant la mort de François-Joseph en octobre 1916. Et l'empereur François-Joseph est décédé en novembre 1916. Et il avait demandé au jeune archiduc Charles, qui avait déjà passé presque 2 ans sur le front, puisqu'il était officier. Et il était officier au nom de l'empereur. Donc il visitait le front, il allait voir comment se passaient les batailles. Il a pris part à des batailles, en particulier sur le front entre la Pologne et la Russie. Et donc cette première tentative avait pour but de rencontrer l'empereur Guillaume II de Prusse, qui lui a dit oui, vous avez raison. En fait, je crois que Guillaume II était assez d'accord pour des tentatives de paix, mais il était complètement prisonnier de l'armée, de l'état-major Ludendorff et Hindenburg, qui était pour la victoire par les armes. Ça a été d'ailleurs tout le drame de la guerre 14-18. Est-ce qu'il fallait la victoire par la négociation, quitte à laisser un territoire, et d'ailleurs l'empereur Charles avait accepté de laisser une partie du sud de l'Empire aux Italiens, qu'il réclamait. Et donc, dilemme, la victoire par les armes, donc ce qu'on appelle la guerre totale, ou la victoire par des tentatives de paix. Quand la guerre a été déclarée, Charles a eu cette parole, parce qu'il voyait tous les citoyens, les peuples de l'Empire d'Autriche-Hongrie enthousiastes. On va prendre notre revanche sur la Serbie. Alors là aussi, il faut voir toute l'histoire des Balkans pendant les 14 années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Nous allons prendre enfin notre revanche, alors non seulement sur la Serbie, mais sur les Russes. Oui, parce qu'il faut rappeler que la Serbie, s'il y a eu cet engrenage, c'est que la Serbie était alliée à la Russie, Russie qui avait une alliance avec la France, la Grande-Bretagne, et puis en une semaine. C'est pour ça que l'Europe s'est divisée dans cette Première Guerre mondiale. Donc, Charles a vu tout ça, et d'ailleurs, il n'a pas été préparé par l'empereur François-Joseph dans les préparatifs de guerre, vous savez, le texte les 14 points pour obtenir que finalement la guerre ne soit pas déclarée, présentée à la Serbie. Bon, finalement, donc il y avait ce dilemme, et Charles a été le seul chef d'État qui connaissait très bien, très très bien, ce qui se passait sur le front. Et pendant les 2 premières années de guerre, l'Empire d'Autriche-Hongrie a perdu 1 million de soldats par an. Quand Charles est monté sur le trône, l'Empire d'Autriche-Hongrie, et les batailles étaient tout aussi terribles, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'armée impériale n'a perdu que 100 000 hommes. Mais pour Charles, c'était encore 100 000 de trop. Donc vous voyez déjà la différence, parce qu'il n'engageait dans les batailles que le nombre de soldats qui était nécessaire.
Et il ne lançait pas une bataille s'il n'avait pas des chances de gagner. Et d'ailleurs, l'armée impériale n'a été engagée que à la frontière est et dans le sud contre l'Italie. Et à l'égard de l'Italie, l'armée impériale a été battue les 15 derniers jours avant l'armistice. Elle a réussi à tenir ce front pendant les 4 années de guerre. Donc, les tentatives de paix de Charles, c'était pas du tout une naïveté, ça venait d'abord de son caractère, donc de l'éducation qu'il avait reçue par sa mère, sa grand-mère et son grand-père. Être artisan de paix, ça demande une éducation à la paix, dès l'enfance. Donc, il a été artisan de paix enfant, adolescent, et puis sur le front, et en tant qu'empereur, il a tout essayé, en effet, il a tout essayé pour obtenir la paix. Et il a été le seul chef d'État à répondre favorablement en juillet 1917 à l'appel à la paix du pape Benoît XV. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que c'était probablement le seul chef d'État. Rappelons que, alors, nous sommes avant 1929, le pape règne que sur la petite colline du Vatican qui n'existe pas encore. Hein. Le texte est un peu particulier pour le pape à cette époque-là. Vous dites que c'est le seul chef d'État dont Charles et Zita ont vraiment entièrement confiance. Il était vraiment tout seul à désirer cette paix en 1916. Tout le monde voulait non, parce que les tentatives de paix qui ont été, vous savez, exercées par l'intermédiaire des frères de l'impératrice, les princes Charles et Xavier de Bourbon-Parme, en fait, ils ont trouvé une oreille attentive en France auprès d'Aristide Briand et de Poincaré. Une oreille tout à fait attentive. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là, dans l'esprit de Charles, ce n'était pas une paix séparée. Il faut faire extrêmement attention à l'analyse. Au départ, j'entends. Et Charles était Charles était tout à fait d'accord pour soutenir au moment de l'armistice le retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Faut pas oublier que les Habsbourg ont des origines en Alsace et que le mari de l'impératrice Marie-Thérèse était duc de Lorraine. Donc il avait Et puis son épouse est l'arrière-petite-fille du dernier roi Bourbon, Charles X. Donc vous voyez, et d'ailleurs Charles était pris dans un espèce de carcan avec l'alliance de la Prusse, l'alliance avec la Prusse, qu'il n'a pas choisi là aussi. Et d'où vient cette alliance? C'est la bataille ça se voit, de 1868 et après l'Empire qui se constitue en 1870 dans la Galerie des Glaces de Versailles. Donc Charles étouffe dans cette alliance. Il n'a pas l'esprit allemand, il a l'esprit autrichien. Et ça n'a rien à voir. L'esprit autrichien, c'est l'esprit de conciliation, il s'explique son caractère. C'est pas de la naïveté, mais c'est un esprit de conciliation qui n'est pas chez lui un esprit de compromis, de compromission ou de déni. Mais c'est un esprit où on essaie toujours de discuter, d'obtenir, voyez, en discutant, d'obtenir. Et c'est ce qu'il a tenté par l'intermédiaire de ses beaux-frères, les princes Six et Xavier de Bourbon-Parme. Et il a trouvé une oreille attentive. Et puis après, Ribaud a remplacé comme président du Conseil, il a remplacé Aristide Briand. Et Ribaud n'était pas du tout sur la même ligne. Et Charles, dans son esprit, était prêt, s'il n'obtenait pas le soutien de Guillaume II, l'empereur allemand, il était prêt, en effet, à une paix séparée. Mais c'est venu dans un deuxième temps. Et vous dites aussi qu'il a donc tenté la paix avant la guerre et puis même après la guerre, lorsqu'il était lors de ses différents exils. Vous faites remarquer, c'est très intéressant, qu'il n'a jamais abdiqué. Lui qui disait que le jour où il avait reçu dans la cathédrale de Budapest, c'est ça, cathédrale de Budapest, voilà ce pouvoir de Dieu de guider son peuple, et il le fera jusqu'à la mort. Je me souviens plus très bien de l'expression, mais c'est il renonce temporairement à
voilà, il ne peut plus exercer, il en prend acte, mais il n'abdiquera jamais. Et il a tenté par 2 fois de revenir au pouvoir, alors pas en Autriche, mais en Hongrie. Et alors là, ce qui m'a frappé, c'est que il essayait de revenir, mais la manière dont il l'a fait, j'ai l'impression que c'était, je vais dire naïf, mais j'ai bien compris que ce n'était pas ça. Mais il arrive avec quelques hommes, il va voir l'autoproclamé régent Horthy, et j'ai l'impression que c'était, est-ce que vous voulez bien me rendre le pouvoir? Horthy dit non, et puis après Charles dit bon bah d'accord, je m'en vais. Est-ce que c'était vraiment ça, ou est-ce que vraiment il était ben voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors, il a en effet les derniers jours entre l'armistice et puis la dislocation de l'Empire, il s'est passé quelques jours, 3-4 jours, dans le palais de Schönbrunn. Vous pouvez voir le salon chinois. C'est la seule pièce de Schönbrunn ou de la Hofburg où se trouve un portrait de Charles Hésita. Évidemment, Charles Hésita, ça ne fait pas vendre, tandis que Sissi fait vendre. Donc, vous avez des tableaux de l'impératrice Élisabeth ou de l'empereur François-Joseph. Donc, vous avez un tableau dans le salon chinois, et c'est là que s'est joué le dernier acte de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce qu'on appelait les députés socio-chrétiens, qui étaient d'ailleurs présidés par un évêque, dont le groupe était présidé par un évêque, et qui ont toujours dit jusqu'au 4 novembre, Majesté, nous vous serons toujours fidèles, parce que l'empereur faisait des tests. Et ce que je tiens, parce que le pouvoir bolchevique était déjà en Hongrie. Parce que les derniers jours, les derniers mois de la guerre, ont vu les bolcheviques. N'oubliez pas que la révolution bolchevique s'est passée en octobre 2017. Donc les bolcheviques avaient formé des sections dans les pays de l'Empire. Et donc le pouvoir, il y avait déjà des sections bolcheviques en Hongrie. Et à la fin après l'armistice, les communistes ont tenté de prendre le pouvoir en Hongrie. Et Charles était tout à fait conscient de ça. Il était d'ailleurs tellement conscient de ça que en 1917, il a refusé que le train qui partait de Suisse, où se trouvait Lénine, ne traverse l'Empire pour aller en Russie, car il savait que si Lénine allait en Russie, c'était le début du pouvoir bolchevique. Alors que Guillaume II, lui, avait un autre objectif. Il s'est dit que si le pouvoir bolchevique s'installait en Russie, alors le front allait être affaibli et allait peut-être permettre de rapatrier les troupes du front Est au front Ouest en face de la France. Donc c'était ça, vous voyez les deux différences. Donc d'une certaine façon, l'empereur Charles était visionnaire. Et donc il n'était pas naïf. Voilà. Et donc lorsqu'il essaie de revenir au pouvoir, quand il est arrivé quand il était dans ce salon chinois, il a senti minute après minute, mais ça s'est joué en quelques heures, que les socio-chrétiens étaient en train de le lâcher, parce qu'ils avaient peur des émeutes bolcheviques en Autriche, comme ce qui s'était passé en Hongrie. Et Charles, au contraire, savait très bien que s'il restait au pouvoir, justement, il était une garantie pour la stabilité vis-à-vis de son peuple autrichien. Vous voyez toute la différence d'analyse entre les députés et donc les ministres les uns après les autres, les députés les uns après les autres ont laissé tomber l'empereur jusqu'à ce que son secrétaire, le baron Werkmann, lui dise « Majesté, il faut signer votre renonciation au pouvoir ». Et là, alors on imagine l'impératrice Zita qui a un fort tempérament, il n'en est pas question, il est hors de question que l'empereur abdique, parce que elle a, dans une première lecture, elle croyait qu'on demandait à l'empereur d'abdiquer. Or, ce n'était pas ça, et d'ailleurs Charles a dit, un roi couronné n'abdique jamais. Abdiquer, c'est renoncer à ses peuples. Vous voyez, il avait toujours ce souci des peuples. Et
il a renoncé au pouvoir temporairement, car il était persuadé que la période agitée, chaotique, était temporaire et qu'il retrouverait son pouvoir. Finalement, est-ce qu'on pourrait faire un lien peut-être un peu lointain avec le dernier roi de France d'Ancien Régime, Louis XVI, qui avait tenté aussi des réformes, qui était accusé par la Troisième République d'être faible, qu'on est en train de redécouvrir comme étant quelqu'un qui avait rappelé les parlements régionaux, qui a concocté les États généraux, etc. Est-ce que finalement, ce sont deux souverains qui désiraient la paix, mais qui sont arrivés au mauvais moment? Au mauvais moment, et surtout très mal entourés, très très mal entourés. Le roi Louis XVI était entouré de courtisans, il n'était pas entouré de personnes qui considéraient que l'exercice du pouvoir était un service. Et là aussi, il fallait réformer la France. La France était endettée, il fallait faire des réformes. Donc il n'a pas eu le temps. Mais je rapprocherais aussi cet acte de renonciation, de mise à distance du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, au roi Baudouin, quand il a refusé de signer la loi sur l'avortement, autorisant l'avortement. Non possumus. C'est absolument magnifique, cette phrase. Non possumus. Et après, parce que lui aussi considérait que son pouvoir lui venait de Dieu. Alors ensuite, Charles, alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir la différence des deux empereurs. L'empereur Guillaume II, l'empereur allemand Guillaume II, est parti se réfugier dans un exil doré aux Pays-Bas, où il avait un immense château. Et l'empereur Charles a été exilé dans une petite maison qui peut vous paraître grande, mais enfin, il avait quand même une grande famille. Ils étaient une cinquantaine de serviteurs et d'hommes dévoués d'ailleurs, chambellan, son secrétaire, dans une maison de Suisse. Et l'empereur Guillaume II ne s'est absolument pas occupé des traités de paix, alors que l'empereur Charles avait un réseau encore de fidèles soutiens en Autriche, en Hongrie, en Bohême, en Moravie, et il a fait passer des messages, et en France, et en Angleterre, et il a fait passer des messages, et il avait toujours ce programme de réforme de l'Empire danubien. Il l'avait écrit. Et donc, si l'Autriche n'a pas été rattachée à l'Allemagne à ce moment-là, c'est grâce à l'empereur Charles, car il savait très bien il fallait absolument que l'Autriche soit autonome. Et il a réussi. Mais la paix, les traités de Trianon, les traités de Sèvres, tous les traités de Versailles ont été des traités qui n'ont pas respecté justement la souveraineté des peuples. Et un mauvais traité engendre des situations catastrophiques. Les mauvais traités, la mauvaise paix finalement, à la fin de la Première Guerre mondiale, a engendré la Seconde Guerre mondiale, et on a eu l'Anschluss en 1938. Vous parlez de l'Anschluss, c'est une très bonne transition avec ce que je voulais dire. Vous citez à un moment l'auteur autrichien, oui, Stefan Zweig, qui donc est mort au Brésil en 1942 ou 41, je sais plus, 42. En 42, et lui qui disait dans le monde d'hier, que j'avais commencé mais que j'ai pas terminé, mais vous m'avez donné l'envie de le continuer. Et il dit à peu près, il était né dans les années 1860-1870. Il disait je suis né dans un des plus grands empires au monde, et maintenant que je suis au Brésil, je vois mon pays comme étant une petite région du Troisième Reich. On lui a décidé de mettre fin à ses jours. Charles, lui, est mort dans des souffrances terribles, mais dans une souffrance apaisée. J'ai envie de dire, là, je lisais il y a quelques jours les derniers instants de Charles de votre livre, et c'est vraiment impressionnant de voir que jusqu'au bout il était apaisé. Donc il voulait la paix pour son peuple, il voulait même la paix en lui. C'est ça que j'ai ressenti, et j'ai pas fini la conversation. Oui, voilà, Stefan Zweig qui trouvait ça de manière tragique. Est-ce que Charles espérait que son fils Otto
arriverait à remonter sur le trône d'Autriche ou d'Hongrie ou des deux, ou bien c'est-il dit c'est une autre page, une page républicaine de l'Autriche et de la Hongrie qui s'ouvre. Quel était son pressentiment pour l'avenir de sa famille? Il n'espérait pas, il était sûr. Il était très convaincu que Otto allait le remplacer. Et donc les derniers mois que Charles a passés avec l'impératrice ont été des mois, surtout quand ils étaient tout seuls, parce que les enfants ne sont revenus que le... Alors, Charles et Zita sont arrivés à Madère le 19 novembre 1921. Fête de Sainte-Élisabeth de Hongrie. C'est pour ça que la dernière fille s'appelle Élisabeth. Et les enfants ne sont arrivés qu'au début du mois de février. Donc, Charles et Zita ont passé plusieurs semaines ensemble tout seuls, et Charles, qui avait eu cette révélation, enfin cet appel à offrir sa vie, a donné des conseils à son épouse en matière d'éducation pour ses enfants, de faire telle chose, de s'appuyer sur des professeurs autrichiens et hongrois. Parce qu'il était convaincu que sa renonciation au trône n'était que temporaire. Et c'est vrai que le traité de Sèvres, c'est 1921. Il est mort en 1922. Donc tout ça était très très récent. Et ce qui fait que l'impératrice Zita a élevé son fils Otto de la manière dont avait demandé l'empereur Charles. Parce qu'il était convaincu, et l'impératrice également, que Otto allait retrouver son trône. Au point où, au moment où Charles rend son dernier souffle, Zita salue son fils en tant que, plus il disait Votre Altesse impériale, mais elle le reconnaît en tant que prétendant au trône. Elle a cette phrase ton père était roi, maintenant c'est toi le roi. Et elle s'est inclinée au pied de son fils qui avait 10 ans, qui avait 9 ans et demi. Et elle a appelé tous ses enfants qui se sont aussi inclinés devant Otto en tant que roi. C'est beau ça. Et dernière question avant de laisser la parole à Diane qui va parler plus du mariage de Zita et de Charles. Là, c'est une question un petit peu d'ouverture, un lien un peu entre la France et l'Autriche. En France, en 1886, une loi a été votée qui interdisait à toutes les personnes ayant régné en France d'être sur le sol français. Il y a eu la même loi en Autriche, la loi d'Habsbourg, une même loi en Hongrie, la loi de découronnement. Je dis au passage que la loi de France a été abrogée en 2011, très très récemment, et en Autriche, c'était une condition pour qu'elle entre dans l'Union européenne en 1995. Donc, Charles, qui était un serviteur de la paix, comment est-ce que les régimes qui sont arrivés après, comment regardent-ils leur passé? Ont-ils du mal à regarder leur passé, même si objectivement ils ont des personnes bonnes, mais peut-être pour des raisons idéologiques, ils n'arrivent pas à les reconnaître. Comment analysez-vous cette espèce de schizophrénie entre l'idée de vouloir faire le bien, nous sommes le bien, et de ne pas reconnaître des personnes bonnes dans des rois? Alors, en fonction des pays, la situation est tout à fait différente. La Hongrie a assimilé son histoire, si vous voulez, a assumé son histoire. L'Autriche, pas du tout. Pas du tout. Alors, ce que vous disiez sur les lois de bannissement, donc tout Habsbourg, descendant de l'empereur, avait interdiction de rentrer en Autriche, si bien que l'impératrice Zita n'a pu rentrer en Autriche qu'en 1982. Mais après des tentatives, des courriers d'Otto, de sa part aussi, bon. Et puis en 1982, le chancelier Kraschki lui dit, mais en fait, vous n'auriez jamais dû, vous n'étiez pas concerné par cette loi de bannissement parce que vous n'êtes pas une descendante de l'empereur, vous étiez l'épouse de l'empereur. 1982. Mais elle ne s'en est jamais plainte, elle n'a jamais critiqué, elle acceptait tout. Mais alors, en 1982, elle a commencé à venir, et là, il y a une messe
bon, les plus âgés d'entre vous ont dû à vous lire les journaux, et c'était absolument extraordinaire. L'accueil à Vienne de toute la population autrichienne. C'était extraordinaire. Et elle a été accueillie comme impératrice. Et en 1989, lorsqu'elle est décédée, en fait, elle avait préparé ses funérailles et elle souhaitait que ces funérailles soient des funérailles impériales. Non pas par orgueil, non pas par fierté pour elle, mais parce que son mari, son époux, tant aimé, en avait été privé. Et pour montrer que son époux n'avait jamais abdiqué et qu'elle était restée jusqu'à la fin de sa vie reine et impératrice. Et quand à Solesmes, en 1926, elle prononce son acte d'oblature, elle dit, moi, vous savez, c'est un acte d'oblature, c'est on offre sa vie selon une règle très précise. Donc là, c'est la règle des bénédictins. J'offre, moi, Zita, Françoise, Bénédicte, elle dit tous ses prénoms, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, etc. Je sais pas si parmi vous, il y a quelques personnes qui est oblat ou du tiers-ordre de Saint-François ou de Saint-Benoît, mais on dit son prénom, on ne dit pas sa fonction. Pourquoi a-t-elle dit 1926? Parce que elle voulait signifier qu'elle était toujours impératrice, plus exactement épouse de l'empereur et épouse d'un roi qui n'avait jamais abdiqué. Et maintenant, dépositaire, puisqu'elle était régente en quelque sorte, du pouvoir transmis à Otto. Donc, alors, faut pas oublier que l'impératrice Zita avait, vous l'avez dit, donc était l'arrière-petite-fille de Charles X, qui a perdu son pouvoir, mais aussi la petite-fille du duc de Parme, qui a perdu son pouvoir, et dont le père a été assassiné au moment de l'unification de l'Italie. Mais elle était aussi petite-fille du roi Miguel de Bragance, le roi Miguel du Portugal, qui a aussi perdu son pouvoir. Donc vous voyez toutes ces familles, Bragance, Bourbon, Parme, bon, en fait, ont compris, et c'est ce que disait la mère de Zita, la princesse Maria Antonia, enfin la duchesse de Parme, Maria Antonia, disait « Le pouvoir est éphémère, seul compte dans la vie l'amour. » Mais l'amour, pas au sens affectif, l'amour recentré sur le Dieu sauveur, c'est-à-dire l'amour fondé sur la charité. Donc, vous voyez, dans la famille, ils avaient ça en eux. Le pouvoir doit être exercé au service des peuples, mais tout pouvoir est éphémère. Je vous remercie. Donc, ça rend très libre dans l'exercice du pouvoir. Et sur le pouvoir éphémère, j'en sais quelque chose. Même si mon pouvoir ne venait pas comme Charles, de droit divin. Je vous remercie, madame. Merci. Alors là, évidemment, la jeune femme, on va parler plus du couple. Là, j'ai laissé les guerres et les choses aux garçons. Donc voilà, si vous permettez. Moi, j'ai surtout, oui, c'est très genré, hein, oui, ça va pas du tout. Voilà, moi je suis pas bonne en histoire et puis voilà, ça m'intéresse que moyennement. J'ai été plus intéressée par le couple. Donc, si vous permettez, pour cette troisième partie. Prenons le couple au départ. J'ai pas compris à quel point le couple était arrangé, parce qu'on sait qu'ils se sont rencontrés, ils étaient encore enfants. Après, je crois qu'elle avait un prétendant en Espagne, marié à un Espagnol, je vais rien dire, mais et là, c'est là où il a été jaloux et tout de suite il a dit, racontez-nous un peu cette petite période de fiançailles. Voilà, éclairez-nous. Il faut imaginer la famille de Bragance, donc la famille du Portugal, qui s'est exilée en Autriche. La famille, les Bourbons de France. Il y avait le comte de Chambord, ils étaient, vous savez, à Frodorf. La famille, les Bourbons-Parme habitaient à Schwarzau, 6 mois de l'année, et sinon ils habitaient à la Villa des Pianore, en Toscane. Et puis, la famille de Charles, donc les Habsbourg, son frère avait une propriété, un château, donc tout près, la Villa Wartol. Donc, imaginez toutes ces familles qui habitent à 30 kilomètres les unes des autres. Donc, les parents se reçoivent, on organise des jeux pour les enfants, des pique-niques, voilà. Et Charles, en fait, était de l'âge des frères aînés.
enfin des aînés, comme il y a eu 24 enfants, des frères juste au-dessus de Zita, c'est-à-dire en particulier Xavier et Sixte. Donc il avait vu certainement Zita, mais il avait prêté aucune attention. Et en plus, il y avait eu un épisode qui était assez fâcheux parce que Charles, en jouant, avait tiré à la carabine, enfin c'était une carabine de jeu, hein, avait tiré sur, je sais plus, et avait cassé une vitre. Donc Zita avait trouvé ça, mais enfin vraiment, pas très adroit. Voilà. Et puis ils se sont revus par l'intermédiaire de la grand-mère adoptive de Charles, pardon, vous savez, Maria Theresia, qui avait épousé le grand-père de Charles, parce que elle avait fait elle avait accompagné Zita avait accompagné une de ses cousines. Alors c'est très compliqué parce que il y a une différence de génération, puisque la grand-mère adoptive de Charles est la sœur de la mère de Zita. Bon, mais elles ont quelques années de différence. Donc, Zita avait accompagné une de ses cousines à une cure, pendant une cure, et Charles, qui était officier dans une garnison tout près, était venu, et ses sentiments avaient, mais Zita n'avait jamais été promise en mariage à un autre. Alors, vous parlez sans doute de Don Jaime de Bourbon, l'espagnol, et lui était très amoureux. Je me demande s'il n'avait pas fait une demande de mariage et que Zita avait refusé. Et l'empereur François-Joseph, qui avait été très marqué par le mariage de François-Ferdinand, ne voulait pas que Charles fasse un mariage inégal. Donc il a convoqué son petit-neveu, quand il a vu qu'il était héritier en second, et il lui a demandé de trouver une épouse dans les 6 mois. Et Charles n'a même pas eu le temps de dire Majesté, j'ai déjà trouvé, je pense avoir trouvé mon épouse, parce que déjà il commençait à regarder Zita d'un air plus que bienveillant, et donc il en a parlé à sa grand-mère, et c'est là où la grand-mère a été extraordinaire, qu'on a parlé à la mère de Zita, et Zita commençait, alors ils montaient à cheval ensemble, ils allaient à la chasse ensemble, et c'est comme ça que Zita a pu, et Charles ont pu se fiancer. Et elle était toute jeune, elle avait 19 ans. D'accord. Donc ils se marient le 21 octobre 1911. Charles donc décède c'est le 1er avril 1922. Ça veut dire qu'ils ont vécu mariés un peu plus de 10 ans. Et quand on voit la complicité qu'ils avaient, alors c'est là où je me dis qu'ils étaient vraiment extraordinaires. Enfin, moi j'ai 25 ans de mariage, je trouve que je commence à comprendre comment mon mari parle. Je ne comprends pas. Je pense qu'ils ont vraiment été aidés. Parce que, blague mise à part, je suis pas la seule, je suis sûre, dans cette salle. Non, il n'est pas la seule. Donc, vous me rassurez. Je tape sur lui parce qu'il est pas là ce soir. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre comment, plus sérieusement, en 10 ans et presque 8 enfants, vu qu'elle était enceinte du 8e quand il est décédé, comment en 10 ans et donc 7 enfants et quelques, ils avaient le temps de créer cette complicité qu'ils avaient. Alors je veux bien qu'ils étaient aidés, j'imagine, assez aidés, mais pas à Madère. Après, quand ils se sont retrouvés à Madère, ils avaient plus tant d'aide que ça. Donc est-ce que on peut dire que c'est exceptionnel cette complicité, alors que cet enfant, 10 ans de mariage seulement, comment ils ont pu créer tant de choses ensemble? Alors déjà, c'est un mariage d'amour, ce qui est quand même un peu rare dans ces familles. C'est un mariage d'amour, ils se sont vraiment choisis. Et le matin de leur mariage, Charles a dit à celle qui allait devenir son épouse, nous allons nous aider mutuellement à aller au ciel. Alors, certainement que Charles avait à ce moment-là une attirance spirituelle, enfin une attraction spirituelle plus forte que Zita. Donc c'est vraiment lui qui l'a attirée vers ce chemin de sainteté. Mais elle était consentante. Et en fait, elle a donné son consentement au moment du oui du mariage. Et à partir de là, c'est pas une question de durée,
l'intensité de leur complicité ou l'intensité de leur amour ou l'intensité de leur aide mutuelle n'est pas une question de temps ou de durée, c'est une question d'intensité dans les moments où ils étaient ensemble. Et je reviens de Solesmes parce que nous avions l'association pour la béatification de l'impératrice Zita, et un membre de la commission historique nous a lu une lettre de Zita écrite alors au elle était pas Charles n'était pas encore empereur, mais c'est d'une intensité mais incroyable, si bien que moi j'ai découvert là l'intensité de l'amour de Zita, alors que je croyais, enfin elle parle, elle dit à peu près ceci en substance: j'ai un amour alors il se tutoyait déjà, j'ai un amour infini pour toi, toutes les lettres du monde ne pourraient même pas contenir l'infini de mon amour. Et elle, alors ce ne sont pas que des mots, enfin je vous dis juste la conclusion. Donc il y a vraiment entre eux une attention permanente dans les moments où ils sont ensemble. Et effectivement, très vite, ils ont grande complicité. Grande complicité. Parce qu'elle hésite pas à laisser ses enfants pour l'accompagner quand il essaye de récupérer le trône. Oui. On dit est-ce que c'était moderne à l'époque pour une femme de laisser les enfants pour suivre son mari? Est-ce que c'est au contraire quelque chose Ah non, c'est très très nouveau. C'est très nouveau. Les femmes, selon l'organisation occidentale qui est si critiquée aujourd'hui, les femmes étaient à la maison, recevaient, s'occupaient des enfants et le mari vaquait à ses occupations. Et justement, alors c'est même plus qu'une complicité, c'est une entraide. Et c'est vraiment cette phrase du matin du mariage: nous allons nous entraider mutuellement, nous allons nous aider mutuellement. Donc certainement, alors Zita a vécu sa vocation de femme sans ambiguïté et sans tiraillement entre ces trois dimensions, femme, épouse et mère. Elle a été complètement femme, en ce sens qu'elle a respecté, qu'elle a écouté et qu'elle a essayé de vivre les paroles du couronnement pour aider son mari comme roi. Elle a été complètement épouse, justement pour accompagner son mari, y compris au front, quand son mari était dans des moments difficiles. Et pourquoi a-t-elle accompagné son mari pour la deuxième restauration? Parce qu'elle connaissait Charles et qu'elle ne voulait pas, elle voulait être une aide et un soutien en permanence, parce qu'elle savait bien que Charles était certainement plus attentif voilà. Et elle accompagnait Charles pour qu'il ne défaille pas. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont tous les deux des caractères totalement différents. Il y a des lettres où l'impératrice sermonne son mari parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec son analyse ou ce qu'elle fait. Mais d'ailleurs, vous le dites à un moment, vous dites: sans Zita, Charles ne serait pas ce qu'il est. Mais est-ce pas toujours le cas, en fait? Les hommes ne sont jamais ce qu'ils sont sans leur femme. Évidemment. Il y avait rien de révolutionnaire. Évidemment. Mais c'est pour ça que c'est pas grave si Charles a tant de bonté en lui, tant de douceur, et peut-être même une pincée de naïveté. Zita est là. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Zita est là en permanence. Et elle l'accompagne. Et elle l'aide. Et au moment de l'abdication, peut-être que Charles n'aurait pas dit ça si Zita avait dit c'est pas possible d'abdiquer. Oui, elle le soutenait vraiment dans ses choix. Zita était aussi une femme de devoir. Donc elle avait certainement un côté respect de la tradition, respect de l'autorité, respect de tous les us et coutumes de l'Autriche-Hongrie. Et alors après, je souhaitais savoir, donc c'est une femme moderne, vous nous dites, vu qu'elle suit son mari et qu'elle plante ses enfants, ce que je trouve très bien, mais est-ce que dans son éducation, parce que dans votre livre, j'aurais bien aimé avoir des petits tuyaux en fait sur l'éducation des enfants, parce que elle suit son mari, qu'elle place en premier, ce qui est normal, mais après elle est toute seule pour éduquer ses 8 enfants. Est-ce qu'il y a peut-être dans sa vie, dans ce que vous avez pu voir, des choses qui peuvent correspondre aujourd'hui à des mamans en 2023,
dans l'éducation des enfants parce que on voit elle les emmène à la messe, ils vont à la messe tous les jours, ils prient ensemble. Voilà, aujourd'hui à Paris, elle est à la messe tous les jours avec 8 enfants. Enfin, déjà, faut avoir 8 enfants, mais voilà. Comment transposer ça en 2000 Est-ce que vous pouvez nous aider à transposer ça en 2023? Voilà, parce que je suis sûre que elle a plein de conseils, mais aidez-nous. Alors, elle a été une mère. Elle a beaucoup écouté Charles, justement, dans les conseils de Charles pendant les dernières semaines passées à Madère. Et puis, donc, alors, il faut pas oublier que elle n'a eu de gouvernante pour les enfants que lorsque Charles est monté sur le trône. Sinon, elle s'occupait elle-même de l'éducation de ses enfants, l'éducation chrétienne. Et Charles, tous les soirs, même s'il était en rendez-vous avec ses ministres, il quittait la réunion, il venait avec ses enfants, il priait en famille. Alors, il commençait, mais on peut pas transposer la vie des femmes d'aujourd'hui dans le contexte du début du XXe siècle. C'est pas possible. Parce que tout était ramassé en un lieu unique. Ils avaient leur aumônier. Ils avaient le bureau de Charles était à côté du bureau dans la même maison. Les enfants étaient à côté. On sortait sur la terrasse, dans le jardin. Enfin, tout était réuni. Bon. Donc, vous voyez, on peut pas. Oui, la proximité faisait que c'était peut-être plus simple. Là, vous allez à la messe, vous prenez votre voiture, vous habitez à la campagne, vous faites 15 kilomètres parce qu'il faut aussi trouver une messe, ce qui est pas simple. Voilà, vous êtes à Paris. Bon, si vous habitez dans le quartier, très bien, mais c'est peut-être pas votre paroisse, d'adoption, j'entends. Enfin, c'est quand même plus compliqué. Et puis, les enfants, les écoles, elle, je vous ai dit, elle avait pas de gouvernante jusqu'à ce que Charles monte sur le trône, mais il y avait des cuisinières, il y avait des chambrières, il y avait, voilà. Et tout ça, nous, on fait tout. À Madère, elle avait aussi. À Madère, il y avait aussi cuisinière. Alors, elle avait à Madère la comtesse Kersenbrock. Oui, elle avait une personne qui s'occupait de la cuisine, un chauffeur qui était venu, mais un peu in extremis avec eux, mais c'est tout. Et puis il y avait des personnes qui rendaient des services, des Portugais de l'île qui rendaient des services. Après, avec les enfants sont arrivés la comtesse Kersenbrock, qui était la gouvernante et qui était très très proche de l'impératrice, et qui est resté jusqu'à la fin de sa vie et qui a été un pilier d'éducation pour l'impératrice. Parce que l'impératrice seule devait être à la fois mère et chef de famille, mais elle n'était pas père. Pas la même chose. Être chef de famille, c'est pas, en tant que mère, c'est pas être père. Donc c'est pas simple. Et elle était extrêmement rigoureuse. Il y a une phrase de l'archiduc Otto dans ses mémoires qui disait, mais notre mère était très sévère, il fallait toujours travailler, même pendant les vacances. Heureusement, la comtesse Kersenbrock adoucissait sa rigueur et sa sévérité. Et la comtesse Kersenbrock avait obtenu qu'ils aient au moins un mois de vacances au mois d'août, pendant lequel ils ne travaillaient pas du tout. Et puis, à côté de ça, elle les préparait à la première communion. Donc, elle faisait avec ses enfants des petits cahiers, mais que vous avez peut-être fait, avec des images, des petites prières que les enfants recopiaient, vous voyez, des petites choses comme ça. Et puis, elle faisait des promenades avec eux, elle faisait, voilà. Et il y a eu, pendant les premières années, Madère, ils sont pas restés longtemps, et puis Lequeitio, au Pays Basque espagnol, où elle est restée de 1922 à 1927, où elle est restée jeune veuve, avec sa belle-mère qui était là, la princesse Maria Josepha de Saxe, donc la mère de Charles, qui a voulu rester aussi. Et puis sa grand-mère, Maria Theresia aussi, qui est restée. Et Maria Antonia est venue, sa mère. Enfin, donc il y a eu toujours... Et il y a eu des professeurs autrichiens et des professeurs hongrois, et en particulier le comte Károly, qui était le grand-père de l'ancien ambassadeur de Hongrie à Paris. Et j'espère le faire venir dans le cadre de la Ligue de prière le 21 octobre 2023, mais je vous le dirai par Arnaud. Voilà, donc il y a eu des fidèles parmi les fidèles, dévoués, qui étaient aux côtés de l'impératrice lorsqu'elle était seule, donc à Lequeitio, puis ensuite en Belgique, et qui ont été des soutiens dans l'éducation de ces enfants. Et tous ces enfants ont fait de très très bonnes études. Alors, pour revenir sur leur couple,
Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un petit peu plus sur la spiritualité de leur couple? Est-ce qu'il y a par exemple dans la règle de Saint Benoît peut-être des principes qui ont pu influencer leur couple? Oui, le principe. Alors, Zita porte le nom de la sainte patronne des domestiques, Sainte Zita de Lucca en Toscane, et c'est en fait une de ses tantes qui souhaitait, et l'évêque du lieu, mais on ne donnait pas ce prénom à une princesse puisque c'était la sainte patronne des domestiques. Et le duc de Parme, son père, tenait beaucoup à ce qu'elle ait aussi ce prénom parce que il a voulu aussi lui donner sa devise. Et la devise de Sainte Zita, c'était les mains au travail et le cœur à Dieu. Et on voit dans l'enfance de Zita, le duc de Parme était très fortuné. Il a quand même eu 24 enfants, de 2 femmes, et il a donné une grosse part de sa fortune aux pauvres, aux personnes malades, aux personnes handicapées. Et très jeunes, les enfants avaient leur enfant adoptif. Alors ils allaient les voir. Par exemple, Zita et sa sœur Francesca cousaient des vêtements pour aller les porter aux pauvres et passer une journée avec les pauvres du village, là, tout près d'où ils habitaient. Donc elle a gardé cette devise, les mains au travail, le cœur à Dieu, toute sa vie. Et puis, dans la famille de Charles, il y avait une grande proximité avec la famille bénédictine. Il a fait ses études dans un lycée bénédictin à Vienne. Et le duc de Parme, du côté de Zita, le duc de Parme connaissait aussi très bien Don Guéranger, parce que son épouse, Adélaïde de Lovenstein, pardon, l'épouse du roi Miguel, excusez-moi, le roi Miguel, donc le grand-père de Zita, le roi Miguel du Portugal, a épousé une Allemande, Adélaïde de Lovenstein, qui, devenue veuve, est devenue bénédictine. Et Zita a eu plusieurs sœurs bénédictines. Donc, si vous voulez, aussi bien la famille de Charles que la famille de Zita étaient très proches des bénédictins. Et la devise des bénédictins, c'est Ora et Labora, mais c'est exactement la devise de Zita. Et donc, ils avaient aussi ça dans leur famille. Donc, on peut dire, oui, que la devise des bénédictins a beaucoup imprégné la vie spirituelle et la vie temporelle de Charles et Zita, mais ils n'avaient pas de spiritualité particulière, mais ils avaient des dévotions. Et ils avaient une dévotion, mais au vrai sens du terme, hein, pas la dévotion, l'idolâtrie, ou chez ce qu'on peut voir chez certains, une véritable dévotion du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie. Les cœurs unis, vous voyez, ça c'était vraiment une vraie dévotion. Et le jour de la première communion de Otto, Charles a consacré toute sa famille, alors c'était en octobre 1918, un mois après l'armistice et un mois après la fin de la guerre. Un mois avant la fin de la guerre. Et donc, l'empereur Charles a consacré toute sa famille au cœur sacré de Jésus le jour de la première communion d'Otto. Et il disait, c'est lui le chef de notre famille. Et ils avaient aussi une très grande dévotion pour la Vierge Marie et le cœur immaculé de Marie. Évidemment qu'ils avaient entendu parler des apparitions de Fatima. Et quand l'impératrice Zita a quitté Madère, elle a demandé de consacrer toute sa famille. Et donc il y avait les personnes dont je vous parlais, sa belle-mère, sa mère, la grand-mère de Charles, au cœur immaculé de Marie, le 17 mai 1922, donc jour anniversaire des apparitions de Fatima. Donc il y a chez eux cette double dévotion, ou si vous voulez cette dévotion unique des cœurs uniques de Jésus et Marie, et sinon la prière quotidienne entre eux, ensemble, la messe quotidienne, l'adoration. Oui, parce que je crois que quand Charles Ier est décédé, il y avait le Saint-Sacrement dans sa chambre. Et c'est quelque chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque, enfin qui ne se fait toujours pas, mais ce que j'ai qui était d'autant plus exceptionnel au début du XXe siècle. Ils avaient obtenu de l'évêque de Madère l'autorisation d'avoir le Saint-Sacrement chez eux, puisque contrairement à leur maison habituelle, leur palais habituel, où il y avait une chapelle avec le Saint-Sacrement, là ils étaient dans une villa, donc ils ont eu l'autorisation de l'évêque du lieu.
Et après, dans toutes les maisons où Zita a habité avec ses enfants, elle a eu cette autorisation, s'est maintenue. Donc elle a toujours eu, et c'était la première pièce qu'elle aménageait au fur et à mesure de ses exils, une pièce en chapelle avec le Saint-Sacrement. Donc Charles, en effet, est mort devant le Saint-Sacrement, et c'est devant le Saint-Sacrement qu'il a dit à son épouse, « Je t'aime infiniment, dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons. » Et pour lui, ça voulait dire, c'est pas quand tu seras au ciel que nous allons nous retrouver, c'est chaque jour devant le Saint-Sacrement. Ouais, dans notre prière. Dans notre prière quotidienne, toi sur terre, moi au ciel, devant le Saint-Sacrement, dans ce temps d'adoration, nous nous retrouverons. Si bien que Charles et Zita sont présents l'un à l'autre en sa présence. Et c'est ça la spiritualité de leur mariage. Il y a vraiment Dieu, c'est oui, Dieu au centre de leur couple. Et si vous allez à Solesmes, vous verrez peut-être un jour à l'abbaye bénédictine Sainte-Cécile la plus belle des chasubes qui a été confectionnée avec la robe de mariée de Zita. C'est extraordinaire. Alors bon, j'ai tout un chapitre, c'est le dernier chapitre de mon livre, mais et quand j'ai vu la première fois cette chasuble, je me suis dit, mais voilà, c'est ça le secret de Charles et Zita, c'est-à-dire que leur mariage a été plongé dans les noces de l'agneau, c'est-à-dire dans le saint sacrifice de la messe. Et si Charles et Zita ont tenu dans l'adversité, parce que c'est humainement impossible, ils ont été trahis, ils ont été exilés, ils ont tout perdu, même la personne à qui ils avaient confié leurs bijoux est partie avec. Alors que ça n'avait rien de politique et ça n'avait rien à voir avec la guerre ni avec les traités de paix. Donc, si vous voulez, eh bien, ils n'ont jamais critiqué. Il n'y a jamais eu d'amertume chez eux. Au contraire. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement, en fait, ils étaient transfigurés par le saint sacrifice de leur sauveur. Donc c'est ça le secret de leur vie. Donc, alors, vous m'aidez pour la transition et donc la dernière question et dernière partie de cette conférence. Donc il y a Charles Ier est donc aujourd'hui bienheureux. Vous êtes en train de travailler sur le dossier pour que Zita soit également bienheureuse, je me trompe pas. Et en fait, l'idée, ça serait, alors c'est très à la mode depuis, alors il n'y a pas que Louise et les Martin, mais bon, vu qu'ils sont dans une église juste à côté d'ici, ils ont été canonisés ensemble en couple. Est-ce l'idée que vous avez? Pas du tout. Enfin le groupe qui s'occupe de ça, ou vous pouvez pas en parler peut-être? Je ne sais pas. Si. Alors dites-nous. D'ailleurs, nous avons déjà un indice qui peut nous éclairer, c'est que en principe, la fête liturgique d'un saint, c'est le jour de sa mort, c'est-à-dire le jour de l'entrée au ciel, de l'enciellement. Et pour Charles est mort, vous l'avez dit tout à l'heure, le 1er avril 1922, et Saint Jean-Paul II a décidé que la fête liturgique de Charles serait le 21 octobre, jour du mariage de Charles et Zita. Donc, certainement que Saint Jean-Paul II avait une petite idée. D'autant plus qu'il connaissait très bien l'impératrice Zita. Comme vous l'avez dit, je salue la souveraine de mon père. Alors oui, si vous me demandez mon avis, moi je vois les choses ainsi. Donc Charles est bien heureux. Je prie pour sa canonisation. J'aimerais bien qu'il attende quand même un petit peu. C'est ça, en fait, on veut qu'il attende un petit peu, oui. Évidemment, je prie pour la béatification de l'impératrice Zita, parce que je trouve c'est une femme qui nous rejoint tellement dans notre vie actuelle, dans notre monde chaotique. Je crois qu'on peut dire que notre monde et notre pays en particulier est chaotique. Or, l'impératrice a vécu à plusieurs moments de sa vie d'ailleurs, aussi bien la Première Guerre mondiale, la Seconde. Bon, elle a vécu plusieurs épisodes chaotiques, donc je trouve elle dit beaucoup de choses. À un moment aussi où on est, vous l'avez dit un petit peu, dans l'idéologie du gender, le wokisme, le transhumanisme, tout ça, elle montre une femme accomplie dans ses dimensions de femme, en tant que femme épouse et mère. Donc évidemment, moi, ça me touche beaucoup. Elle négligeait pas la politique, même si elle était toujours pour accompagner son mari, pour seconder son mari. Et puis, et en tant que mère, mère des peuples. Pas seulement mère de ses enfants, mais mère spirituelle des peuples.
Donc je trouve que cette personne nous donne finalement une espérance qu'une autre femme caricature qu'on nous présente aujourd'hui puisse exister. Donc mon plan, c'est on attend un peu pour la canonisation de Charles, on s'active pour la béatification de Zita, mais il y a du travail parce qu'il y a des milliers de lettres à traduire et il faut avancer, c'est le gros travail actuel de la commission historique. Elle est béatifiée, nous avons déjà 3 guérisons inexpliquées donc qui sont en étude. Voilà, il faudra étudier les vertus héroïques. Est-ce que ces vertus sont héroïques? Pour être déclarée vénérable et pour être bienheureuse, il faudra la reconnaissance d'un miracle. Et puis après, eh bien, s'ils pouvaient être canonisés ensemble, eux qui s'aimaient tant, et qui le disaient, contrairement à Louis et Zélie Martin, qui étaient beaucoup plus pudiques. Ils le disaient, ils seuls l'écrivaient. Donc voilà, ça c'est mon plan. Mais il faut respecter la sagesse de l'Église, la sagesse et la prudence de l'Église. Moi, je trouve que, vous savez, on parle beaucoup plus de Charles, du bienheureux Charles aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Et je relisais récemment, les raisons de sa béatification. Un homme d'État qui, dans ses actes de gouvernement, a mis en œuvre la doctrine sociale de l'Église. Qui nous parle aujourd'hui de la doctrine sociale de l'Église, dont on a tant besoin? C'est tout un programme de justice, de paix, d'attention, de service, d'attention à l'autre. Pourquoi on n'en parle pas? Alors qu'aucun programme ne fonctionne aujourd'hui. Et là, on en a un. Enfin, le compendium est absolument magnifique. Bon, donc ce point-là, ami de la paix, l'Europe est en guerre. L'empereur Charles était officier dans l'est de l'Ukraine, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sud de la Pologne et l'est de l'Ukraine étaient rattachés à l'empire d'Autriche-Hongrie. Donc, on peut prier Charles, lui demander d'intercéder pour la paix en Ukraine. Parce que même si la paix est signée, il y aura de tels désordres et de telles conséquences que la paix ne sera pas... une paix signée n'est pas suffisante pour la paix des cœurs. Et puis, Charles a été béatifié comme époux, père, chef d'État, c'est-à-dire souverain. Eh bien, c'est aussi la mission des chrétiens, même si tout le monde ne fait pas de politique, mais en tout cas, c'est la mission des chrétiens d'être époux ou épouse. La mission ne se marie pas, ça peut être des liens plus spirituels, enfin, bon. C'est tout le sens des consacrés, père ou mère, et également engagé dans la cité, d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que Bienheureux Charles est un saint qui répond aux besoins de notre monde aujourd'hui, chaotique. Et Zita aussi. Donc je suis sûre que l'Église sera sage et prudente. On va prier alors. Merci beaucoup. Ce seront les reliques qui seront apportées dans la chapelle qui va être dédiée à Charles ici. Alors, ce sont des reliques ex ossibus, c'est-à-dire des reliques 3e catégorie, donc les plus proches du saint, enfin du bienheureux. Alors, Otto, je vais peut-être me lever, ça va me détendre. Ah oui, j'ai le micro. Otto a eu 7 enfants, ils ont tous eu beaucoup d'enfants, et Otto lui, il a renoncé à ses droits de succession pour pouvoir entrer en Hongrie, pour pouvoir entrer en Autriche d'abord, en Hongrie ensuite, parce que il avait compris que s'il voulait continuer l'œuvre de son père et s'occuper de ses peuples, il fallait qu'il aille voir ses peuples. Et pour lui, le seul moyen, c'était d'abdiquer. Ce que l'impératrice, évidemment, ne pouvait pas accepter. Et parce que on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Mais là, Otto a eu raison. Enfin,
De ce point de vue, tu as eu raison. Et il a pu rentrer donc en Autriche, il a pu rentrer aussi en Hongrie, et il est rentré en Hongrie en 1900, parce que la Hongrie était communiste. Donc, alors que l'Autriche avait réussi à se dégager du joug communiste, ou en tout cas de la présence quadripartite après la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'archiduc Otto est entré en Hongrie en février 1989. Il a été reçu comme un sauveur, comme un roi, comme leur roi. Il a téléphoné à sa mère en lui expliquant tout ça, et ça a été la dernière joie de l'impératrice, de la reine Zita, reine de Hongrie. Et en 1989, le mur de Berlin s'est effondré, le rideau de fer a cédé, et ça a été la victoire posthume de Charles et Zita. Donc c'est assez exceptionnel, la réconciliation des peuples. Donc le sacrifice de Charles, c'est 1989. Alors, il n'y a pas que les barrières, hein, il y a aussi les réconciliations. Il faut que cette réconciliation dure. Pourquoi avez-vous dévoué votre temps et visiblement une grande partie de votre cœur à cette future Sainte Famille? Vous avez dû comprendre la passion que j'ai en vous parlant. Alors, c'est assez extraordinaire, mais je suis bretonne d'origine. Et je vous ai parlé des liens entre la famille Charles et Zita et la famille bénédictine. L'impératrice Zita avait une sœur qui était prieure à Kergonan. Et mes parents étaient très proches de l'abbaye de Kergonan. Et un jour, nous sommes allés d'une famille nombreuse, de 8 enfants. Donc, mon père offrait à maman une semaine de vacances à l'hôtellerie de Kergonan. Et un jour, nous avons rencontré l'impératrice Zita. Moi, j'avais une quinzaine d'années. Je ne sais pas si vous imaginez vos parents vous dire vous allez aujourd'hui voir l'impératrice d'Autriche, quoi. J'ai 95 ans. J'ai le souvenir de l'impératrice Zita. Où? À quel? Parce que j'avais un frère de mon père qui était de Villard-Blanc. Ah oui. Le fils Robert. Oui, c'est marié. Ah oui. Et Zita est venue avec tout à Villard-Blanc, avec tous ses enfants. Et il y a même il y a une rue. C'est ça. Oui. Alors je crois que c'est la rue. À une conférence Oui. de Jean Célina, Oui. qui a dit qu'il y avait maintenant une Oui. rue Oui. Zita, l'impératrice Zita à Villard-Blanc. Oui. Alors je vais continuer la réponse parce que ça ne s'arrête pas là. J'ai été député européen au moment où on discutait des racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule du traité constitutionnel. Les Français ne se sont pas bousculés. Pour moi, c'était une question de regard de vérité sur notre histoire. Donc, je me suis engagée là-dessus. Et en fait, en arrivant au Parlement européen, j'ai rencontré l'archiduc Otto, qui était aussi député européen. Et puis, on s'est retrouvés sur un certain nombre de sujets, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, j'étais facile à identifier sur cette question-là. Et le frère de l'archiduc Otto, l'archiduc Rodolphe, le plus jeune fils de Charles et Zita, par des amis communs, a demandé à rencontrer la dame qui avait lancé une pétition au Parlement européen pour demander l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pétition, qui a quand même recueilli 1 500 000 signatures, ce qui rentrait totalement dans le programme et dans les traités et les procédures du Parlement européen. Bon. Et donc voilà, et ça c'était en 2002, 2003, donc j'ai beaucoup vu l'archiduc Rodolphe. À chaque fois que j'allais à Bruxelles, j'allais déjeuner avec lui. Et il m'a demandé de m'occuper de la communication pour préparer en France justement ce grand événement de la béatification de son père. Donc il me parlait de son père, il me parlait de sa mère. Donc c'est extraordinaire. Alors donc voilà, on a lancé avec des amis de tout ça, et il m'a demandé de représenter la Gebetsliga, c'est-à-dire la ligue de prière pour la béatification de l'empereur Charles, alors maintenant canonisation de l'empereur Charles, en France. Voilà. Donc je représente depuis ce temps-là. Et puis en 2009, la cause de béatification a été lancée par un des petits-fils de Charles et Zita, l'archiduc Rudolf.
qui a 8 enfants, 4 enfants à la fraternité Eucharistain, en Suisse, dont un prêtre, un autre qui sera ordonné diacre cette année, je crois, et le père abbé de Solesmes. Et ils ont demandé l'un et l'autre à Monsieur Sévillia d'être président de l'association, parce qu'il avait écrit un livre sur l'empereur Charles, un livre sur l'impératrice Zita. Et là, Monsieur Sévillia, que je connaissais vraiment à peine, même si j'avais invité à un colloque que j'avais organisé à la Sainte-Clotilde en 2006, eh bien, Monsieur Sévillia a dit, à une condition, c'est que Madame Montfort vienne aussi dans l'association, enfin, dans le conseil d'administration. Donc voilà. Mais c'est une vie fascinante. Et puis, pour vous dire, je sais pas si je suis enregistrée, mais c'est pas grave, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est que la France a une dette vis-à-vis de l'Autriche. Donc, voilà. Donc, j'y pense souvent. Voilà. Alors, juste avant la prière, il y a comme les questions traditionnelles qu'on pose, questionnaire à Proust. Ah oui, je prends mon papier parce que, comme il réfléchit. Donc, Pas que je dise trop de réponses. Quel est votre livre de chevet ou quel est le livre que vous nous conseillez d'emmener sur une île déserte? J'ai une pile de livres de chevet. Non, en ce moment, je lis Une lueur dans les tranchées, un livre écrit par un jeune de 22 ans, dont je connais bien les parents et les grands-parents. Et il s'appelle Louis Bouffard et il est atteint de myopathie. C'est un garçon brillant qui fait des études de droit et il a écrit ce livre. Ce livre, c'est une lumière d'espérance. Et je trouve que dans le monde obscur, Charles et Zita sont des lumières d'espérance et ce livre aussi est une lumière d'espérance. Quel est le personnage historique que vous préférez? Alors, ce serait bien d'éviter Zita et Charles, mais... Alors évidemment que j'étais très tentée de dire Zita. Non, c'est peut-être ça va vous étonner. J'aime beaucoup Anne de Beaujeu. La dernière, Anne de Beaujeu, la dernière descendante des Bourbons. Alors, je suis bourbonnaise d'adoption. Je suis bretonne d'origine et bourbonnaise d'adoption. Et Anne de Beaujeu est une femme très pieuse, très pieuse. C'est une femme qui a tenu son duché de Bourbon, mais d'une main de maître. Elle a épousé, elle était évidemment très secondée par son mari, Pierre de Beaujeu, d'où son nom. Et elle était une épouse aussi exemplaire. On ne lui connaît aucune aventure. Bon. Et elle a été régente pendant 9 ans de Charles VIII. Donc c'est quand même extraordinaire pour une femme. Donc je trouve que peut-être elle a un petit côté de Zita et elle me touche aussi beaucoup. Et le duché du Bourbonnais, finalement, c'est le dernier duché, enfin c'est la dernière survivance de la féodalité en France. Quel est le mot que vous préférez? Pas forcément en français. Ah, le mot que je préfère, c'est la prudence. Mais pas du tout au sens de crainte, peur, tout ça. La vertu de prudence, c'est-à-dire le discernement. Quel est le trésor que vous voudriez laisser à vos enfants? Vous avez pas... Ah oui, non, je peux vous demander aussi quel est le mot que vous détestez. Pardon. Ça va peut-être vous étonner. Ce n'est pas du tout préparé. Je déteste le mot démocratie. Parce que je suis pas du tout contre la souveraineté des peuples, bien au contraire. Mais ceux qui l'utilisent dans un sens inverse du vrai sens. Donc ce mot-là, je n'en peux plus. Il y a un journaliste de Libération dans la salle, merci de me venir me voir. Donc quel est le trésor que vous voudriez laisser à vos enfants? Alors j'aimerais leur laisser, pour l'instant j'espère, enfin ils sont grands mes enfants, j'aimerais leur laisser l'amour de la France. Mais pas au sens d'un slogan, mais plutôt l'amour charnel de la patrie au sens de Peggy. C'est-à-dire l'amour de tous ceux mais l'amour charité, hein, donc la bienveillance, y compris pour ceux qui étaient dans l'ombre ou dans l'obscurité même.
En tout cas, cet amour de tous ceux qui ont façonné la France et qui sont, qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, avec nos grandes fragilités d'aujourd'hui. Et aussi cette patrie charnelle où on reçoit et on transmet. Voilà, c'est ça le sens. Vous voyez, l'amour de la France dans ce sens. Très bien. Et enfin, une fois morte, qu'est-ce que vous attendez que le bon Dieu vous dise? Caritas in veritate. Merveilleux.